Et bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien Lavoie, qui est économiste en chef à la Banque Laurentienne. Premièrement, Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice, c'est super apprécié. J'ai une question pour toi, Sébastien. Tu sais, je lis beaucoup ce qui se passe, puis je pense que tout le monde aimerait ça lire dans l'avenir, puis savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Et bon, c'est sûr qu'au niveau des économistes en chef, en général, on peut lire les événements différemment. Donc, c'est pas tout le monde qui s'entend, mais il semble avoir, si c'est probablement pas un consensus, mais une majorité d'économistes dans les grandes institutions financières qui s'attendent à une reprise rapide. Et personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi la reprise sera aussi rapide, puis aussi, et j'aimerais ça y croire que tout va vraiment aller très, très bien. Mais c'est quand même la première fois où le PIB a diminué aussi rapidement. Donc, Oui, est-ce que tu pourrais oui. nous expliquer un peu pourquoi autant d'économistes pensent que la reprise va être aussi robuste? Je pense qu'il faut comprendre la nature du choc un peu. C'est qu'on a fermé beaucoup les lumières rapidement. Avec les mesures de confinement, on a forcé l'offre, l'économie, en quelque sorte, à faire magasins, restaurants et autres, et garder juste les services essentiels ouverts. Mais là, avec la réouverture de l'économie, on dit, bon, on fait juste remettre les lumières à on, si on veut. On ouvre les lumières dans toutes les entreprises et que ça repart comme si jamais rien n'était arrivé. Or, du côté de la demande, si on veut, en tant qu'économiste, ce que je vois, c'est pas ça du tout. Parce que la pandémie en tant que telle, on le voit, crée de l'anxiété de la part. Par rapport à quoi? Par rapport à sa santé, premièrement. Et ça ne sera pas réglé tant qu'on n'a pas un vaccin. Et d'autre part, il y a de l'anxiété par rapport à pas nos attitudes, pardon, mais nos attentes par rapport à est-ce qu'on va avoir un emploi dans 6 mois, dans 12 mois, est-ce qu'on va avoir un revenu à ce moment-là? Et ça amène une retenue dès maintenant. C'est ça pour moi qui, en fait en sorte que même si on ouvre un peu, c'est pas nécessairement sûr que les consommateurs vont suivre, les individus vont suivre. Donc, ça crée une épargne de précaution, chose qu'on n'a pas vue durant la grande crise financière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y en a qui ont perdu leur emploi, peut-être temporairement, mais il y en a d'autres, c'était déjà qui ne peuvent pas dépenser, mais il y en a qui pourraient dépenser. Parce que des gens qui ont encore un emploi, moi, je me considère chanceux encore d'avoir un emploi. Les gens qui en ont encore autour de moi le réalisent, mais on fait un peu plus attention parce qu'on ne sait pas de quoi va avoir l'air l'ampleur de la deuxième vague du virus, ainsi de suite. Est-ce qu'on va avoir un vaccin d'ici la fin de l'année ou le temps qu'il soit manufacturé et distribué en 2021? Évidemment, il y a beaucoup de risques par rapport à ça. Et jusqu'à un certain point, les mesures de distanciation sociale, tout ce qui est l'aspect d'avoir des technologies qui permettent de retracer qui a le virus pas, oui, ça l'aide un peu, mais pas suffisamment. Donc, c'est comme s'il y avait toujours une lourdeur sur les épaules un peu des gens et même des entrepreneurs qui disent, bien, pourquoi moi, je réinvestis dans mon entreprise, l'agrandir, sachant que je n'aurai peut-être pas les revenus futurs que je vais capitaliser sur mon investissement aujourd'hui. Donc, il y a une retenue qui fait qu'au lieu de mettre de l'eau au moulin de la bonne façon, il y a un vent contrarien qui s'ajoute, si on veut, à la pandémie. C'est une forme d'incertitude pour moi qui est très punitive, finalement, et ce qui fait en sorte que je ne crois pas à la reprise en V. Ça me rappelle plus un U, c'est-à-dire on a tombé rapidement. Bon, petit à petit, on remet de la confiance, si on veut, dans le système, et la confiance était effritée rapidement, et elle était même alimentée par la peur, parce qu'on ne le savait pas, on a fermé tout, et là, les gens sont également mélangés, masque, pas de masque, est-ce qu'on peut sortir ou pas, il y a toutes sortes de choses, et aussi les gens, individuellement, ont leur tolérance au risque personnel à travers ça. Et on le voit dans les enquêtes, Julien, c'est vraiment frappant de voir qu'il y a une grande majorité de gens qui n'auront pas des activités ou des comportements normaux tant si longtemps qu'on ne trouvera pas un vaccin, ou tant si longtemps qu'il n'y aura pas de nouveaux cas de la COVID pendant 2 semaines. Écoute, ça, c'est du rêve présentement, avoir une situation aussi belle que ça. Et ça, pour moi, ça fait en sorte que la reprise peut être faible. Et au-delà de ça, ce que je rajouterais avant de repasser la parole, c'est également, on n'a pas vu les effets de deuxième ordre encore de la pandémie, parce que ça se peut que la pandémie soit terminée et que le virus soit vraiment vaincu, parce que là, on a juste gagné la première bataille contre le virus, on n'a pas gagné la guerre contre le virus.
Et bon, ça se peut que même si ça est contenu et qu'il n'y a pas une grosse deuxième vague, bien, il y a quand même des entreprises, soit qui n'avaient pas une bonne gestion des risques, on n'avait pas pris les bonnes décisions d'affaires stratégiques, qui vont disparaître au cours des prochains mois quand même. Donc, ça va créer ce que j'appelle une destruction permanente du capital, que ce soit physique ou humain. Donc, perte d'emploi permanente, chômage de longue durée, ainsi de suite. Et ça, c'est jamais porteur pour une reprise. Donc, des éléments comme ça laissent porter à croire que la reprise est timide, ça rigoureux. Donc, ça reste à voir. Puis, c'est sûr que c'est déjà difficile de prévoir le futur. Je pense que personne peut a une machine à voyager dans le temps. Et là, dans ce cas-là, je pense que c'est la première crise économique où on a besoin de deux types d'experts, donc des épidémiologistes, des spécialistes de la santé, de la viralité, d'un côté, pour savoir quand est-ce que ça va disparaître, est-ce que ça va être saisonnier, est-ce qu'il va y avoir un vaccin. Il faut faire des prédictions là-dessus. Et ensuite, il faut faire un modèle économique basé sur ça. Donc, ça rend le truc encore plus incertain. Et ma question, est-ce qu'il y a eu des économistes justement qui ont fait des rapports sur un monde avec le coronavirus et sans vaccin? Parce que, et je me prétends pas du tout un expert, et je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui prédisent qu'un vaccin pourrait être possible dans les 2 prochaines années. Mais tu sais, je pense qu'il y avait des experts aussi qui disaient ça pour le VIH, et le VIH existe encore 40 ans plus tard. Donc, est-ce que tu as lu des rapports ou des gens qui se sont prêtés à l'exercice de dire qu'est-ce qui arrive si le coronavirus est un truc saisonnier et il n'y a pas de vaccin? Est-ce que, puis là, je ne veux pas être un prophète de malheur ou quoi que ce soit, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que les économistes comme toi en disent. Prise en V ou en U, bien, je pense qu'il faut plus prendre les scénarios ou pessimistes. Le vaccin écrase un peu en 2003, peut-être 10-15% de chance que ça arrive. Tantôt comme scénario de base, en guillemets, c'est peut-être 40 plus punitif, 20%. Et là aussi, tu as la probabilité que, bon, il y a des mesures de confinement un peu plus ciblées, si on veut, parce qu'on n'est pas capable de trouver un vaccin. Bon, c'est 10-15% de chances que ça arrive, ce scénario-là. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a environ 15 à 20% de l'économie qui est comme avant, ou qui serait beaucoup plus vraiment beaucoup plus limité, dans son offre. Bon, on le voit par exemple, des restaurants qui ouvrent avec la moitié des tables, dans les avions, on dit qu'il va y avoir 2 places par rangée plutôt que 6. On voit le genre de choses. Donc, pour moi, ça, c'est une contrainte d'offre qui fait qu'on va peut-être retrouver éventuellement un niveau de bénéfices et de niveau d'activité économique qui va être similaire à avant la pandémie en termes de niveau, mais ça va être différent parce qu'il va y avoir de l'innovation et la destruction en même temps, les limites de la santé. Donc, dans ce scénario-là, oui, j'en ai vu quelques-uns de la part d'un bon blog européen qui est vraiment ensemble un paquet d'académiciens de toutes les grandes universités en Europe. Également, le Centre international pour l'économie aux États-Unis. Fort intéressant, justement, ce genre de scénario-là, où c'est pas une dépression, là. Ça ressemble plus à, comme je disais tantôt, un scénario en forme de logo Nike. Mais dont le crochet du Nike, la deuxième phase est très timide. Elle ne remonte pas comme un V normal. C'est le genre de scénario comme ça où on se dit, bon, sans vaccin, il y aura toujours une
une certaine rétention des gens, surtout les gens les plus vulnérables. Il faut comprendre l'aspect des cohortes un peu plus âgées, mais que malgré cela, ce que je disais dans ce scénario-là, il se développait quand même une immunité collective avec le temps. Il y en a qui disaient c'était bon, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, c'est pas clair, dépendant si on se confine ou pas lors d'une deuxième vague dans certains pays industrialisés émergents. Donc, il y a là un peu le point, la bascule, si on veut, au niveau du point de retournement. Mais sur une perspective de moyen et long terme, ça change peut-être pas les choses tant que ça. Puis on le voit présentement dans la reprise du marché boursier. C'est comme si on mettait plus d'emphase sur les revenus à venir d'ici 3 à 5 ans que cette année ou dans les 6 mois à venir. Et c'est peut-être correct d'escompter tout ça en même temps avec des taux d'intérêt qui sont écrasés. Je dirais que c'est une des seules certitudes que j'ai dans un monde d'incertitude, c'est que les banques centrales jouent ce que j'appelle au Pac-Man, c'est-à-dire qu'on achète des actifs, on mange des actifs à coups de milliards. La Réserve fédérale qui va acheter plus d'actifs dans les 6 prochains mois que durant toutes les 10 dernières années. Donc, aujourd'hui, on commence à acheter de la dette corporative, on achète des obligations du gouvernement de Washington. On écrase les taux à peu près zéro. Donc, si on escompte les revenus futurs à des taux d'intérêt plus faibles, ça se reflète dans le prix aujourd'hui, si on veut, des actifs boursiers. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut revenir. Peu importe finalement le scénario, puis cela que tu mentionnes, je comprends que tu ne veux pas être prophète de malheur, ça se peut qu'il arrive très bien, parce qu'il y a bien d'autres confrères et consoeurs de la COVID où on n'a jamais trouvé de vaccin essentiellement, comme MERS, SRAS, on a réussi à passer à travers quand même. Et il y en aura peut-être d'autres. Hein. Moi, ça m'a toujours frappé de voir qu'en janvier 2020, le Forum économique mondial, là, qui organise la fameuse conférence à Davos à chaque année, avait mentionné justement que toute la question des infections était sous-estimée, était tout le temps un risque vraiment une gestion intégrée des risques. Les investisseurs, entrepreneurs et individus doivent utiliser. C'est des risques dont l'impact économique est le plus grand. Et on le voit présentement, c'est le cas. Et ce qui est un peu inquiétant, sincèrement, la COVID, pour moi, il y a autre chose, c'est que, dans le fond, on ne le sait pas, mais il y a des épidémies, il y en a de plus en plus, ce qu'on n'entend pas parler à cause de la mauvaise urbanisation que j'appelle, la densité de population et autres. Et il y aura peut-être autre chose dans 5 ans, dans 10 ans, mais la fréquence ou la probabilité que ça arrive, cette incidence-là, est plus élevée qu'avant. Donc, ça, c'est un autre point que je voulais soulever. Moi, je suis content d'avoir un économiste de l'autre côté de la ligne. Une chose qui me taraude comme question, c'est qu'ils disent, au niveau des restaurants, OK, 2 mètres de distance entre les tables, donc on va fonctionner à peut-être 60% de sa capacité. La même chose pour les cinémas, ils viennent de l'annoncer, les lignes aériennes. Et c'est des industries pour m'intéresser au marché boursier où on regarde les marges, puis c'est des marges dans la restauration, c'est peut-être 4%, ligne aérienne, peut-être 10% si on est chanceux. Donc, il n'y a pas vraiment la place pour avoir 2 fois moins ils ont des gros frais fixes et on leur propose de faire à peu près la moitié des revenus. Est-ce qu'ils vont juste pour l'instant, il y a une surcapacité, puis à mesure que les faillites arrivent, les prix vont doubler. Est-ce que ça pourrait créer de l'inflation? L'inflation. Un des ennemis numéro 1 du marché boursier ou des investisseurs. C'est une très bonne question, encore une fois, Julien. Moi, je ne crois pas à la thèse de la stagflation, de l'inflation trop élevée dans un contexte de croissance très faible, ce qui serait très punitif. C'est sûr que moi, je suis né à la fin des années 70, je n'ai pas vécu la stagflation des années 70. Il y en a des grands économistes à New York, dont le Dr. Roubini, qui avait prévu la crise financière. On l'appelle Dr. Domes, qui est assez pessimiste. Lui entrevoit également, comme David Rosenberg, qu'on voit souvent à CNBC également, la stagflation, c'est une période, pas dans 6 mois, mais c'est une période à plus long terme. Voici ce qu'il faut comprendre sur l'inflation. Je suis d'accord, comme tu dis, que les entreprises vont augmenter certains prix parce que le coût d'être en affaires vient d'augmenter, c'est inévitable. Et dans les services, certains services, j'ai calculé, ça représente peut-être 20 à 20 du panier de consommation qu'on a dans une situation normale. Puis là, c'est même pas sûr qu'on va retourner finalement au restaurant autant qu'avant. Donc, peut-être à ce moment-là, la représentation de cette hausse de prix-là qu'on va voir dans les restaurants
compte tenu de son poids qui va diminuer, ne sera pas si importante que ça. OK, ça c'est une chose. Également, je me soucie un petit peu quand même du fait que maintenant, on est dans un monde de déglobalisation renforcée, avec les chicanes, évidemment, à l'échelle internationale. Et ramener la production à la maison, ça peut être plus coûteux. On a profité en tant que consommateur, et l'actionnaire en a bénéficié encore plus du fait qu'on a tout le temps à déplacer la production, ce que ça coûtait pas cher. Tu sais, ça dépasse. Ça a commencé en Angleterre, là, 100, 150 ans, après ça aux États-Unis, après ça en Asie, de la Chine à Taïwan, et j'en passe. Mais là, on parle plus de reshoring, onshoring, production locale, consommation locale. Mais on est dans un ère également, Julien, où la robotique coûte moins cher, l'automatisation coûte moins cher qu'avant. On n'a pas eu ça dans le monde de transformation, de la production, du marché du travail avant. Donc, le combat entre d'autre part, une automatisation qui coûte moins cher, c'est pas certain que ça va créer de l'inflation. Les plus pessimistes prévoient qu'il va faire que le panier de consommation générale va augmenter de manière gargantuesque. Il ne faut pas oublier en tant qu'économiste, c'est très important, on est dans un choc parce que oui, il y a de l'épargne de précaution. Peut-être que cette épargne-là va être dépensée plus tard si jamais on réussit à redonner confiance aux gens. Mais en général, c'est évident que le revenu des gens au Canada, en moyenne, tout ce qui est reçu comme revenu de travail, s'est écrasé d'à peu près je pense des chèques du gouvernement à la part du fédéral et autres. Il y a moins de demande. Pour moi, c'est même désinflationniste. En général, je prends les mobiles éventuellement pour renforcer une. Donc, les prix et de l'inflation dont les prix vont diminuer ou ne pas augmenter. De ça, je ne peux pas parler d'une inflation au cours des prochaines années. On a un taux de chômage qui est le plus élevé de la guerre mondiale. Puis même si je m'attends à ce qu'il soit rappelé d'ici la fin de l'année, le chômage va peut-être de l'ordre d'environ au Canada, même chose aux États-Unis. Et à 8-9 de chômage, tu n'as pas de pression à la hausse des salaires. Les salaires, c'est d'achat des gens. Comment à l'autre bout, les entreprises peuvent avoir ce que j'appelle du pricing power. Ça m'apparaît vraiment difficile à concevoir. Donc, pour moi, l'inflation n'est pas un problème et je dirais que le marché, c'est comme ça qu'il le voit présentement. Si on regarde les taux d'intérêt obligataires de long terme, sont écrasés à peu près 1 %, même moins dans certains cas. Donc, c'est pas pour moi le méchant va surprendre les marchés plus tard 2020-2021. Le marché de l'autre question, c'est ça. Puis c'est la dernière question que je pose sur l'inflation. L'autre phénomène qui se passe, c'est les banques centrales. Puis tu as déjà été économiste à la Banque du Canada, qui se met à injecter de l'argent dans le système. Et j'avais une question pour toi parce que, tu sais, je connais le principe que, tu sais, plus qu'il y a de masse monétaire dans le système, plus il y a de l'inflation parce que la valeur de cette devise-là diminue. Cela dit, pour les économistes, étudient ça de plus près, puis là, il y a tous les types de masse monétaire. Donc, tu sais, tu as M1, M2, M3, puis là, je me souviens plus vraiment qu'est-ce que l'un veut dire par rapport à l'autre, mais est-ce que il y a des types d'injection de capital, c'est-à-dire, mettons, la Banque du Canada qui rachète des obligations, est-ce qu'il y a des types de masse monétaire qui vont moins créer d'inflation ou c'est la même chose, peu importe le type de... Bien, ce qui compte, c'est ce qu'on injecte dans l'économie comme liquidité, soit transmis
dans le système, si on veut, bancaire et d'intermédiation financière via du crédit. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est de manière beaucoup plus amplifiée ce qu'on a connu après la crise financière. C'est que la masse monétaire augmente parce qu'on achète des actifs du côté des donnes, en guillemets, la liquidité dans le système. Mais si je parlais d'épargne de précaution tantôt des gens, bon, on peut également s'imaginer qu'ils sont très timides, les ménages, par rapport à la demande de crédit. Donc, le crédit a commencé à fléchir quand même. Et bon, l'emploi baisse, tout est en train de casser, même si la masse monétaire augmente. Donc, le multi-monnaie n'est pas là, essentiellement. Découvert, prise financière. Je pense qu'on s'en fait cette fois-ci, parce qu'on a appris que le taux d'intérêt était très élevé avec l'injection de la Réserve fédérale, ce qu'on appelle le début là, des programmes de rachat d'actifs. Puis on dit ça va créer l'inflation, ça va créer l'inflation. Le taux, disons, obligataire aux États-Unis est en haut de 3 on s'inquiétait vraiment de ça, que les banques centrales laissent trop loin. En fait, ils ne sont pas allés trop loin, ils sont même pas assez loin. Ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leur cible. Du côté de la Réserve fédérale, puis au Canada, bon, l'inflation a été légèrement en moyenne. On peut dire qu'ils ont quand même respecté leur mandat, mais pour toutes sortes de raisons, on n'est pas capable de faire là. Pour marcher, à part évidemment que gros joueurs qui dominent, il y a ce pouvoir-là de ce que j'appelle tantôt de pricing power, fixer les prix plus encore, même si le prix des commodités avait augmenté ces dernières années. Donc, on n'est pas du tout dans ça. Je dirais ce qui fait défaut cette fois-ci encore, c'est le multiplicateur de la monnaie. Donc, on veut de ce fonds, l'inflation a diminué depuis une dizaine d'années, plus. Tellement ça. C'est un peu comme avec l'âge. On peut s'entraîner, mais ça prend plus de temps pour prendre peut-être la même masse musculaire que si on avait 20 ans. Donc, il faut s'entraîner plus fort, encore plus et tout ça. Mais je vois un peu l'effort des banques centrales de la même manière, finalement. Pour avoir le même résultat, il faut y aller encore plus fort, en quelque sorte. Ouais. Puis en terminant, pour les gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut se préparer à quoi? Est-ce qu'il faut se préparer au pire? Et pour les gens, par exemple, qui vont avoir besoin de liquidité éventuellement, peut-être pas. Qu'est-ce que tu penses que les gens devraient faire en termes d'investissement boursier? Puis je sais que tu n'es pas là pour donner des conseils financiers, mais est-ce qu'on devrait se préparer pour une longue crise économique ou se préparer pour une reprise bientôt? Ça serait quoi ton pari si tu avais à parier? Bien, ce qui est deuxième grande vague, Mario, plutôt, Julien, c'est qu'il faut regarder qui vont à la crise, qui vont être mieux positionnés, profiter de la reprise. Donc, on parle d'entreprises qui sont contraintes de OK? C'est là qu'il faut identifier qui va discuter en quelque sorte. Et ensuite, on parle d'un comportement des gens qui va avoir changé, même une fois qu'il va avoir lieu. On parle de ce moment, moins de travail au bureau, plus de travail à la maison. C'est pas bon pour les REITs, supposons, sociétés fiduciaires reliées au commercial, choses comme ça. Bon, tu fais dans une crise, c'est plus porteur le marché locataire, locatif que le marché de la propriété. Il faut identifier des sociétés dans ce sens-là. On voit, pour moi, les habitudes deviennent des tendances ou des nouvelles façons de faire deviennent des tendances, des habitudes ancrées. Bon, on le voit avec le commerce en ligne versus les détaillants comme ça. Donc, c'est le genre de choses que j'invite les gens à voir. Et là, il y a des effets de deuxième ordre là-dessus sur la vidéoconférence, comment on fait également. Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième automobile? Pour moi, on va être impliqué dans un monde, un genre de trauma, si on veut, après la pandémie, qui vient venir créer de nouveaux gagnants, mais qui va renforcer un peu la perte de certaines entreprises qui est en train de disparaître à petit feu, un genre de phase-out, si on veut, et qui va carrément... bon, c'est un peu
on souhaite ça vraiment pas encore une pandémie. Toute cette récession de si on veut, c'est un peu ça qu'il faut identifier, parce que le rendement dans ce d'identifier les gagnants dans la crise, c'est identifier ce qu'on appelle les dogs with flies, en quelque sorte. Donc, il faut faire présentation à ce moment-là aux entreprises, au mauvais bilan, mauvaise gestion des risques, dont justement la contrainte reliée à la pandémie vient réduire de façon quasi permanente les flux de trésorerie futurs. C'est le genre de choses comme ça que je peux identifier. Puis honnêtement, ça serait difficile d'aller plus loin à ce stade-ci. C'est sûr que d'un point de vue régional, j'ai quand même tendance à penser que le marché américain est un peu mieux positionné que le marché canadien, compte tenu que la taille du secteur technologique est plus grande aux États-Unis qu'au Canada. On voit qu'au Canada, il fait très bien, mais c'est juste qu'au Canada, dans le TSX, on a plus d'énergie, on a plus de matériaux. Et pandémie ou pas, on voit que l'économie, cette transition vers vraiment une économie à faible carbone continue. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut prendre en considération, qui fait que l'innovation typiquement a tendance à plus venir des États-Unis que de d'autres pays industrialisés également. Les pays émergents m'inquiètent compte tenu qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des bilans faibles et on a beaucoup de dettes dénominées en dollars américains. Et on voit également, d'un point de vue de santé, on n'est pas capable de gérer la crise comme ailleurs. Et on se parle de pays parfois qui ont beaucoup de densité de population. On voit l'Inde qui a fermé son économie récemment. Donc ça, c'est des choses qui font en sorte que géographiquement, j'ai tendance à placer un peu plus de billes aux États-Unis, c'est un point de vue moyen-long terme, que d'autres places également. Compte tenu que je ne suis pas très porteur sur l'inflation, j'ai discuté à voir pourquoi des gens vont s'exposer davantage à l'or, par exemple. Même si je comprends que des taux d'intérêt très faibles, d'un point de vue de réallocation d'actifs, tu dis, ça va me prendre du rendement quelque part, et qu'à ce moment-là, je vais peut-être mieux d'avoir de l'or que des titres obligataires, mais l'or ne verse pas de dividendes. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai beaucoup discuté avec cette classe d'actifs-là. Et ça explique pourquoi la valorisation du marché boursier est si élevée présentement. Et là, il y en a qui vont vous dire, le marché boursier est très cher, c'est le temps de sortir, mais en réalité, dans un temps de crise, de pandémie, où on fait pas nécessairement les meilleurs choix, mais on fait le choix le moins pire. On dit en anglais « the lesser of the two evils ». C'est un peu ça le marché boursier présentement. Parce qu'à quelque part, on va avoir un rendement, et si le rendement du dividende des indices boursiers est plus élevé que du marché obligataire, ça amène une réallocation d'actifs dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas dire que la surévaluation du marché boursier présentement, et c'est vrai, est une raison pour en sortir. C'est sûr qu'il faut quand même évaluer certains titres, ceux parmi nous là, qui font identifier certaines entreprises plutôt que les indices ou les secteurs. On peut se demander est-ce qu'un court-bénéfice de 2-3 000 d'une entreprise en technologie est justifiable présentement. Ça, j'en doute énormément, mais finalement, il y a quand même des paramètres à respecter. Donc, c'est un peu ça l'ensemble, je dirais, Julien, de mes propos. J'ai des conseils un peu plus sur le moyen-long terme, l'identification d'entreprises qui va réussir à non seulement s'en sortir, mais bien faire après. Donc, la question des bilans est importante. Le secteur auquel on est exposé est important. Qu'est-ce qui, justement, quelle entreprise n'a pas du sable dans l'engrenage au niveau de la création de richesses, essentiellement? Ce sont les choses, pour moi, les piliers les plus importants présentement en tant qu'investisseur. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir pointé du doigt différentes catégories d'actifs puis différentes choses à regarder là, comme investisseur. C'était très concret. Merci pour la vulgarisation, donc c'est super apprécié. Écoute, ça fait grand plaisir, Julien, de m'entretenir avec toi et tout le monde qui a la chance de nous écouter. Donc, ça sera partie remise. Parfait. Merci.